Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les options sont claires pour les députés cet après-midi. Ne pas voter les motions de censure et la réforme des retraites est adoptée. Les soutenir et le gouvernement tombe en même temps que sa loi, qui tout double pour la première ministre Elisabeth Borne, plus que jamais sur un siège éjectable. Car même si les motions de censure échouent, elles pourraient être évincées. Jacques Serret, on assiste à ces derniers jours à la tête du gouvernement là. Eh bien, tout pourrait porter à croire à un départ imminent. 10 mois après sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne est plus que jamais abîmée. Elle-même le sait. J'assume d'être infusible, déclarait-elle jeudi dernier à Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres, actant l'utilisation du 49.3. Le chef de l'État aurait donc toutes les bonnes raisons de s'en séparer. Mais à ce stade, ce n'est pas l'option privilégiée. Ce serait satisfaire les demandes des opposants. Je ne vois pas le président leur faire ce cadeau, analyse un poids lourd de la majorité. Surtout qu'Emmanuel Macron est toujours autant déterminé à faire appliquer cette réforme. Il souhaite que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son acheminement démocratique, a rappelé l'Élysée hier soir. Et si les critiques fusent même au sein du gouvernement contre Elisabeth Borne, Emmanuel Macron n'a pas forcément d'autre solution. Qui pour la remplacer? Pour quel bénéfice? À peine un an après le début de son second mandat, le président se retrouve déjà face à une équation insoluble. Jacques Serret pour Europe 1. Emmanuel Macron qui a également réassuré son soutien aux parlementaires menacés ces derniers jours pour influencer leur vote, notamment certains du groupe Les Républicains dont les votes seront décisifs pour les motions de censure. Et ne manquez pas tout à l'heure l'interview politique d'Europe 1, 8h13. Aurélien Pradier, l'ex numéro 2 des Républicains, au micro de Sonia Mabrouk. Mettre la pression jusqu'au dernier moment, ralentir le pays le plus possible avant cette séquence décisive à l'Assemblée nationale. C'est le but des grèves et blocages un peu partout en ce moment en France. Plusieurs exemples, les raffineries notamment, dont certaines sont à l'arrêt dans les Bouches-du-Rhône par exemple, et les carburants manquent à Marseille. Reportage Nina Pavant pour Europe 1. C'est l'une des plus grosses stations de la ville. Dans l'espoir d'y trouver un peu d'essence, les voitures y font la queue sur plus de 400 mètres jusque sur la bande d'arrêt d'urgence. Thibaut est sur la réserve, mais il comprend les grévistes. Je pense qu'il faut qu'on fasse front, tous les consommateurs. Quitte à dire à votre patron lundi, je peux pas aller au travail. Il viendra un moment où on pourra plus rouler, mais à un moment donné, c'est pour nous. Et oui, c'est chiant. J'aurais préféré passer mon dimanche avec ma femme et ma fille, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après 2 heures d'attente, Ryan fait chou blanc. Ouais, j'ai essayé au Bagne, Marseille, il n'y a plus. Ça fait 2 heures que je suis là, j'ai qu'une seule voiture, elle est en réserve, donc je ne sais pas comment faire pour le début de semaine. Caroline aussi apprend la mauvaise nouvelle une fois devant les pompes. Ça fait 1h30 de queue, il n'y a plus d'essence nulle part, il n'y a personne qui nous le dit. Certains ont réussi à prendre les derniers litres de carburant, comme ce monsieur qui n'a pas trop envie de parler. Je voudrais que les gens se mettent à travailler, surtout. Voilà. Encore une station en pénurie, comme la quasi-totalité de la ville qui vit au rythme des livraisons. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. Et pour vous déplacer, à noter aussi que la SNCF prévoit 3/4 des TGV et 2/3 des TER maintenus. On pense aussi aux 536 000 lycéens qui passent les premières épreuves du bac aujourd'hui. Les syndicats appellent à une grève des surveillants, mais tout a été anticipé. Les effectifs sont renforcés, rassure l'Éducation nationale. Europe 1, il est 7h04. À l'étranger, rencontre aujourd'hui à Moscou entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'est une première depuis près de 4 ans. Début de 3 jours d'un voyage d'amitié, de coopération et de paix, indique le président chinois. Dans le même temps, les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne se réunissent pour valider un nouveau plan d'aide à l'Ukraine. 2 milliards d'euros pour 1 million d'obus et de missiles envoyés à Kiev. Sauvetage bancaire en cours. La banque UBS Suisse va racheter le Crédit Suisse. Le montant de ce rachat s'élève à 3 milliards de francs suisses. Cette opération crée un géant bancaire comme la Suisse n'en avait encore jamais connu et suscite des inquiétudes sur de possibles suppressions d'effectifs. Et puis, je vous le disais en titre, la France, royaume de la gastronomie, à nouveau pris d'assaut par les géants américains du fast-food. La chaîne Popeye vient d'arriver. Son concurrent Wendy's devrait suivre d'ici à la fin de cette année. La France compte déjà 45 000 restaurants de fast-food. Baptiste Morin, on peut dire que notre pays est devenu une cible de choix pour les enseignes de la restauration rapide. Oui, 2,6 milliards. C'est le nombre de burgers vendus en France chaque année. Rendez-vous compte, 80 de ces sandwichs américains sont engloutis chaque seconde. C'est simple, la France est le 2e marché du géant McDonald's. La chaîne compte 1500 restaurants sur le territoire. Et ses concurrents se développent eux aussi. Burger King frôle les 500 restaurants. Quick, loin d'avoir disparu, en dénombre plus de 100. Ajoutez à cela Five Guys, KFC, Subway ou encore Pizza Hut.
Pour l'historien de l'alimentation Loïc Bienassis, ce succès, c'est celui d'un nouveau mode de consommation. La restauration rapide, c'est la liberté soit de consommer sur place, soit emporter. C'est-à-dire que si on a envie de passer 1 heure, 1 heure et demie, on peut. Mais si on a envie de partir et de manger son sandwich, son hamburger en marchant, on peut aussi. Donc il y a cette souplesse. Au-delà de la rapidité, il y a cette souplesse qui correspond là aussi aux attentes des mangeurs contemporains. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Quick veut ouvrir une vingtaine de nouveaux restaurants cette année. KFC vise les 600 d'ici 5 ans. Les explications de Baptiste Morin pour Europe 1. Un autre chiffre sur lequel on se penche ce matin, Victor, la grande croissance du nombre d'églises évangélistes en France. Et le nombre de protestants évangéliques multiplié par 15 en 70 ans chez nous. Alors plusieurs méga-églises sortent de terre, elles peuvent accueillir jusqu'à 2000 fidèles. Comment expliquer l'ampleur de ce courant du christianisme? Élément de réponse dans ce sujet d'Alexandra Gégy. Des cultes en musique, des chants, des corps qui se balancent. Voilà ce qui a en partie séduit Théo, 31 ans chez les évangélistes. Il s'est converti il y a 5 ans. Avant, j'étais jamais vraiment allé à l'église. Je m'étais pas du tout intéressé à la foi. Il y a eu un moment donné où je me suis dit quand même, je suis quelqu'un de curieux. J'ai lu les évangiles. Ce qui me plaît, c'est la solidarité, l'amour qu'on peut se porter les uns pour les autres. Comme lui, en France, des centaines de personnes se convertissent à l'évangélisme chaque année et une nouvelle église s'implante tous les 10 jours. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, selon Anne-Laure Zwilling, chercheuse en anthropologie des religions. C'est plus une religion qui fonctionne sur le principe d'apporter des réponses que de poser des questions. Chez certains individus en quête de sens, ça donne des réponses immédiates. Un autre élément qui joue, c'est la forte dimension communautaire. Il y a beaucoup de chaleur humaine. Ça peut attirer des personnes qui viennent de groupes religieux dans lesquels il y a beaucoup plus d'austérité. Il y a actuellement une église évangéliste pour 25 000 personnes en France. Et l'objectif pour le Comité national des évangélistes, c'est d'avoir une église pour 10 000 Français. Alexandra Gégy pour Europe 1. Allez, un mot de football avant de refermer ce journal. L'Olympique de Marseille récupère sa 2e place de Ligue 1. Grâce à sa victoire de buts à 1 hier soir contre Reims, les Olympiens qui reprennent 2 points d'avance sur le 3e Lens. En rugby, vous avez sûrement suivi le parcours des Bleus au tournoi des Destinations. La France, 2e finalement, derrière une Irlande intouchable. Alors si dans l'immédiat, les internationaux français vont retrouver le quotidien de leur club, ils ont tous en tête le prochain objectif des Bleus, la Coupe du Monde à domicile, Axel May. Oui, jusqu'à présent, les joueurs avaient tendance à éluder les questions sur la Coupe du Monde, se retranchant derrière le tournoi des 6 nations. Désormais, ils vont pouvoir rêver à haute voix de la Coupe, le 3e ligne, Charles Olivon. C'est l'aventure rêvée, c'est la plus grosse compétition qu'on peut jouer, nous, joueurs de rugby. Donc oui, on y pense et on va y aller. Depuis que le sélectionneur Fabien Galtier a pris les rênes de l'équipe au lendemain de la dernière Coupe du Monde, les Français ont retrouvé le goût de la victoire et reconquis le public, le pilier Cyril Baille. En tout cas, on va se préparer fort pour cette Coupe du Monde. On sait qu'on a le public qui va pousser fort derrière nous. On a vraiment envie de les rendre fiers et aussi avec ce groupe où on se connaît depuis 4 ans, on a envie de vivre quelque chose de grandiose, donc on va se préparer en conséquence. Après la fin de la saison, dans leurs clubs respectifs, les Bleus se retrouveront tout l'été pour préparer la Coupe du Monde jusqu'au match d'ouverture au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre à 21h. Et le rendez-vous est pris, Axel May pour le service des sports d'Europe. Merci beaucoup Victor Pourchest et votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.